démarrer, donc première affaire qui concernait une sombre affaire, hein, une affaire pas drôle vraiment et un peu compliquée, enfin un peu triste en tout cas, et qui concernait donc un licenciement qui avait été lié ou qui était lié à des violences conjugales. Est-ce que cela pouvait caractériser un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise? Je vous redonne les faits. Un salarié travaillait comme garde-malade dans une association qui était chargée de l'accueil et de la prise en charge de personnes handicapées mentales ou souffrant de troubles de comportement. Suite à des violences graves qui avaient été exercées sur son épouse et sur son enfant de 12 ans, l'employeur avait licencié ce salarié. Il se trouve qu'il avait été en garde à vue, le monsieur, et que cela s'était su. Son épouse ne travaillait pas dans l'association, mais bon, tout le monde dans l'association avait été au courant de ce qui s'était passé et les gens avaient été quand même assez choqués. Et donc l'employeur avait licencié ce salarié non pas pour un motif disciplinaire, hein, mais pour cause réelle et sérieuse. Et donc, question, l'employeur pouvait-il faire valoir un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise? Avant de me répondre par oui ou non, parce que vous savez bien que j'aime bien vous faire participer sur chacune de ces petites affaires, juste quelques éléments qui vous manquent tout de même. Quels étaient les arguments de l'employeur à l'appui du licenciement? Tout d'abord, l'employeur disait qu'il avait dû organiser une réunion de soutien psychologique avec tout le personnel de l'association, avec le psychologue de la médecine du travail, qui lui avait coûté un certain prix. Deuxièmement, l'employeur avait mis en place une tournée auprès des résidents du foyer pour expliquer les agissements donc du salarié en question, que tout le monde connaissait, bien sûr. Et enfin, l'employeur faisait valoir que le trouble, enfin, qu'il y avait vraiment un trouble qui avait été créé par les actes de violence commis par le salarié et qui avait généré un environnement tout de même de crainte, d'angoisse et d'insécurité qui avait été ressenti par les résidents qui étaient psychologiquement vulnérables. Alors dites-moi, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Est-ce que cette situation, telle que je vous la décris, pouvait, selon vous, être considérée comme un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise, pouvant légitimer donc un licenciement pour cause réelle et sérieuse? Dites-moi. Karine, oui. Isabelle, licenciement justifié au vu des spécificités du poste. Patrick, oui. Sophie, oui. Mathilde, Virginie, Pascal, Emmanuel, c'est très grave, mais est-ce une bonne raison? Je ne sais pas. Philippe, oui. Alors les autres, vous êtes nombreux, donc vous n'avez pas tous répondu encore. Oui, non, Frédéric. Oui, Valérie. Oui, Clotilde. Car c'est un mélange trop perso. Pas facile, hein? Vraiment pas facile cette affaire, hein. Alors je vous donne la réponse. C'est de l'ordre de la vie privée. On peut arguer une perte de confiance. Alors c'était pas sur ce point sur ce motif que le salarié avait été licencié, mais voilà en fait la réponse. Là, ça va vous faire hurler peut-être pour certains, parce que quand même, on peut se dire que c'est un peu moralement peut-être ou humainement un peu difficile comme décision. Il n'empêche que l'employeur, dans ce cas, a été condamné par la Cour d'appel pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et il a dû verser aux salariés 15 000 € de dommages et intérêts. La Cour de cassation a suivi la Cour d'appel en estimant que les éléments produits par l'employeur ne permettaient pas de caractériser l'existence d'un trouble objectif au sein de l'association. Donc, ces éléments qui avaient été amenés par l'employeur pour tenter justement de légitimer le licenciement et de faire valoir le trouble objectif, qui est le seul élément sur lequel on peut se fonder pour justement valider un licenciement sur des faits qui sont liés à la vie privée. Donc, ces éléments pour la Cour de cassation et pour la Cour d'appel, mais bien sûr validés par la Cour de cassation, ne prouvaient pas l'existence d'un trouble objectif au sein de l'entreprise. Alors, c'est une jurisprudence constante, hein, il n'y a rien de nouveau dans cette affaire. Mais c'est vrai qu'on peut être un peu choqué par cette décision parce que tout de même, le salarié travaillait dans un environnement avec des personnes vulnérables, particulièrement vulnérables, qui avaient pu effectivement être très choquées ou très perturbées par les agissements. Enfin voilà, en tout cas, la notion de trouble objectif est quand même difficile à apprécier par l'employeur. Sachant que malgré tout, je vous lis là une ancienne jurisprudence, pour apprécier l'existence du trouble, les juges peuvent tenir compte de la nature des fonctions du salarié et de la finalité propre de l'entreprise. C'est ce que l'une ou l'un d'entre vous avait évoqué dans le chat. Alors, que faire dans ce cas-là pour éviter un risque pour les résidents? Bah, écoutez, c'est une très bonne question, hein. C'est une bonne question. Alors maintenant, il est vrai que probablement dans cette affaire,
il n'y avait rien à reprocher, à ce salarié dans le cadre de ses fonctions. Très probablement, il n'avait pas du tout, dû faire preuve d'une quelconque agressivité ou violence ou quoi que ce soit vis-à-vis des patients ou des personnes, dont s'occupait l'établissement, probablement. Voilà, voilà pour la première de ces jurisprudences.